Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, énorme cours magistral sur la physique générale et notamment, je dirais sur la physique nucléaire. On va voir un petit peu pas mal de choses, notamment sur qu'est-ce qu'une onde électromagnétique. C'est un peu sur ce que je voudrais que vous travailliez, d'accord? On expliquera ce que c'est un photon, l'énergie du photon. On va parler notamment de la structure de l'atome, du modèle de Bohr notamment. C'est très important. La quantification, les diagrammes d'énergie. On va travailler sur pas mal de choses, notamment les isotopes, les isobars, équations, désintégration, alpha, bêta, gamma, loi de décroissance, activité de demi-vie. Vous allez me dire, voilà, à partir de là, vous allez me perdre, c'est normal. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'Enti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Alors, juste pour petite précision, la physique, c'est vraiment une grosse introduction à la biophysique, d'accord? Donc, les deux matières sont vraiment liées. Vous devez vraiment avoir l'un avec l'autre. Je sais très bien que lorsque je fais de la physique, il n'y a pas grand monde qui viennent en cours en direct ou même qui regardent en replay. Parce que c'est tellement dur. Vous voulez absolument bombarder les autres matières parce que c'est facile, mais la physique, si on prend le temps nécessaire, c'est extrêmement simple. Ok? Il faut savoir qu'en moyenne, chaque année, vous avez des notes de merde, à peu près 4. Ok? À peu près 4. Et encore, 4, c'est une bonne note quand vous arrivez au concours. L'idéal pour vous, c'est d'avoir un 8. 8, vous êtes dans la limite de la casse. Si vous avez un 10, c'est parfait. Et si vous avez un 12, vous êtes dans le haut du classement. D'accord? Donc vraiment, bombardez la physique le plus tôt possible et n'essayez pas de mettre ça de côté. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à mettre ça de côté au mois de novembre, on va dire. Et après, vous faites avoir. Vous faites avoir comme des bleus à me dire bah non, j'arrive pas, je comprends rien, il y a plein de formules, comment on les applique, etc. NT vient m'aider, help, est-ce que tu me donnes des cours, etc. En mois de novembre, c'est trop tard, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment que tu anticipes le plus tôt possible cette matière-là, qu'au mois de septembre, tu aies l'ensemble des formules en tête, les as imprimées quelque part, et que tu t'entraînes, tu bombardes tous les jours, mais je le répète, pour chaque matière à calcul, c'est tous les jours, quelques minutes par jour. D'accord? Un petit peu d'application par-ci, un petit peu d'application par-là, 5 à 10 minutes par jour, ça vous fait pas de mal. Et de temps en temps, 1 heure comme ça, vous faites des gros QCM, une fois par semaine. Et puis une fois que tu es un peu près rodé sur ça, que tu comprends la mécanique, tu vas dans les annales. Les annales, c'est hyper chaud. Ne regarde pas ça tout de suite, tu vas péter un câble, je te le dis tout de suite. Moi, la première fois que j'ai vu ça en première année, j'ai voulu pleurer. J'ai pas compris du tout ce qu'on me demandait. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est lorsque vous voulez travailler ces matières de physique ou de biophysique, c'est de décortiquer l'entièreté des formules avec les unités, les différentes formes. Donc, quand on a, par exemple, C égale lambda V ou V est égal 1 sur T, etc. Enfin, bref, plein de formules. Vous les décortiquez dans tous les sens pour pas vous tromper, que ça soit immédiat. Ensuite, vous faites un maximum de calcul mental, que vous ayez ou pas la calculatrice, faites du calcul mental, ayez un mécanisme automatique, puissiez aller beaucoup plus vite que la normale. Donc, c'est vraiment le but du jeu, d'accord? Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la lumière, ondes électromagnétiques, quantification, niveau d'énergie, mais également un petit peu de radioactivité. J'ai pas mal de choses à vous dire. C'est vraiment une grosse introduction, d'accord, à la radioactivité. Il y a énormément de choses à voir, donc on va prendre le temps nécessaire pour que vous puissiez avoir les notions en tête. Donc la lumière, c'est une onde électromagnétique, et l'entité, c'est le photon, d'accord? Et donc on a des petites formules sympathiques que vous devez connaître. J'espère que vous les connaissez déjà à peu près, mais en tout cas vous devez les maîtriser. Donc on a la première formule qui est la célérité. Donc on en a plein de formes qui existent. On a voilà C égale lambda V par exemple. Donc le V c'est le mu, d'accord. On a la période de la fréquence. Donc le mu qui ressemble à un V c'est 1 sur T sur la période. On a l'énergie du photon E égale H mu, d'accord. On sait E égale HC sur lambda, etc., etc. Vous avez plein de petites formules. J'essaierai de vous remettre quelques contextes de formules, vous puissiez avoir les idées en tête. Et vous devez maîtriser les constantes. D'accord? Je vous conseille de les apprendre par cœur, c'est quand même mieux. Donc on a 3, 0, 0, 10 puissance 8 mètres par seconde pour la célérité de la lumière dans le vide. D'accord? On a les longueurs d'onde, la fréquence, la période, l'énergie du photon, et on a aussi la constante de Planck que vous devez maîtriser, qui est 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Joules seconde. D'accord? Voilà, il y en a plein d'autres, on va en voir au fur et à mesure de ce petit cours magistral. Il y a quand même pas mal de petites notions à maîtriser, d'accord? Alors, on va commencer à aller un petit peu dans le détail. Qu'est-ce que c'est une onde finalement? Quoi ça correspond? En fait, une onde électromagnétique, c'est constitué de deux champs, d'accord, qui sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. On a d'abord un champ électrique avec un champ magnétique. Le champ électrique, c'est E, le champ magnétique, c'est B.
d'accord? On verra ça dans un autre cours magistral, ou plusieurs cours magistraux d'ailleurs. On fera un petit peu la partie électrique, la partie magnétique, d'accord? Et donc, c'est perpendiculaire entre eux et à la direction de la propagation de l'onde, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez un champ électrique qui est en rouge, d'accord? Qui s'oriente comme ça, avec une belle onde en Y. Et puis vous avez un champ magnétique qui est en bleu comme ça et qui s'oriente en Z. Et puis vous avez X qui est la direction de la propagation de l'onde. Alors par rapport à la fréquence justement des ondes, il y a des fréquences qui sont différentes et qui donnent la nature d'une onde différente. Donc par exemple, on a des ondes radio, on a des micro-ondes, des infrarouges, la lumière visible, le spectre visible, d'accord? Les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, et il en existe plein d'autres, bien sûr. Vous devez évidemment connaître l'ensemble de ces types de rayonnement et surtout à peu près l'ordre de grandeur des fréquences, d'accord? Alors vous, ce que vous devez immédiatement savoir, c'est la lumière visible. 400 nanomètres pour l'infrarouge, d'accord? Et plus de 700, 800 nanomètres pour ce qui est des ultraviolets, d'accord? Donc quand on est de côté là. Entre les deux, vous devez connaître les couleurs, bien sûr. C'est vraiment important ça. Les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio sont des ondes qui ne sont pas ionisantes, d'accord? Ça veut dire qu'en gros, elles vous pénètrent, ça vous fait pas de mal, d'accord? Les micro-ondes, les infrarouges, ça apporte de la chaleur, donc ça peut juste vous détruire en termes de chaleur, mais ça vous fait pas de la radioactivité, d'accord? Les ondes radio, ça vous fait rien. Sinon, quand on écoute la radio dans la voiture, bah, on serait pulvérisé, quoi. C'est pas, non, ça fait rien du tout. On est ultraviolet, c'est un peu nocif quand même, d'accord? Les rayons X, forcément, radio, on se protège. Donc là, c'est vraiment dangereux. Et puis, donc c'est ionisant, d'accord? Et les rayons gamma, bah oui, c'est cette partie radioactive, ok? Notamment, mais il y en a plein d'autres. Hein, mais voilà, c'est vraiment dangereux, d'accord? Donc vous devez connaître la différence entre les rayonnements ionisants et non ionisants, d'accord? Alors, je pourrais parler en long et en large de la lumière, hein, mais c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. On peut faire de l'interférence, par la diffraction, de la polarisation. On peut parler de l'aspect ondulatoire corpusculaire. J'en ferai un petit point aujourd'hui là-dessus. La propagation de l'onde avec les milieux. Mais tout ça, ça fait partie d'autres cours magistraux que j'aurai l'occasion de faire. Donc, c'est pas sur ce que je vais me concentrer aujourd'hui, d'accord? Mais bien sûr, on peut parler de plein de choses, hein, plein de choses hein, sur la lumière. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de me concentrer sur la quantification et sur les niveaux d'énergie qui vont être un peu la phase introductive de toute la radioactivité qui en suit derrière, d'accord? Donc, du coup, on a la formule delta E égale H mu ou HC sur lambda. Vraiment, cette formule-là, essayez de la prendre tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Et vous devez connaître, bien sûr, la constante de Planck, ainsi que la célérité de la lumière et, nouveauté, un électronvolt qui est un 6 puissance moins 19 joules. Ok, vous devez maîtriser ça. C'est une type de constante que vous devez connaître, c'est un type d'unité, voilà. Parce que normalement, l'énergie, je vous le dis tout de suite, hein, l'énergie c'est en joules, d'accord? Mais dans la quantique, eh ben, on va avoir deux possibilités, soit on va avoir des électronvolts, soit des joules, ou alors on peut même souvent avoir des méga électronvolts. On aime bien ce genre de formule, d'accord? Donc, faut un petit peu comprendre ces différents niveaux d'énergie. Voilà. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a vu dans un autre cours dans la chimie atomistique que finalement pour chaque couche il y avait un niveau un niveau statique d'énergie, hein, okay, un palier supplémentaire pour avancer. C'est pour ça que on a N1, N2, N3 et 4, du coup ça fait une énergie fondamentale, puis ensuite énergie 2, puis ensuite énergie 3, énergie 4, etc., etc. C'est grâce au nombre quantique principal, d'accord? Et vous avez une petite formule à connaître comme ça, que on va vous bombarder comme ça en première année, que vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avec, c'est l'énergie d'un niveau. Donc en fait, En égale moins 13,6 sur N carré et électronvolt. Donc cette formule-là, vous pouvez bien sûr la retenir, elle sera utile dans pas mal d'items, pas mal de QCM, mais le plus simple finalement, c'est de les apprendre au fur et à mesure que vous allez faire des exercices, vous allez les apprendre par cœur, sans le savoir. Hein. Par exemple, si je fais le premier niveau, ce sera forcément, je remplace 1 par 1 carré, ça sera toujours au moins 13,6 électronvolts, d'accord? Après le niveau 2, ça fait moins 3,4. Le niveau 3, ça fait moins 1,51. Le niveau 4, moins 0,85. Et finalement, au fur et à mesure qu'on avance, on est sur l'infini. Donc ça fait 0. Donc ça veut dire que c'est un électron libre qui peut créer de la ionisation. D'accord? Et c'est un peu ce genre de questions que vous pouvez avoir par rapport à ça. D'accord? Donc faites bien gaffe à toutes ces stratégies. Ça, c'est un truc qu'on reverra pas mal dans les items de QCM, etc. Dans les exercices, dans les calculs. Donc quand je fais des TD à ce sujet-là, n'hésitez pas à participer, en tout cas à regarder en replay. D'accord? Donc on a aussi des petites formules. Alors, en fait, vous allez avoir la même formule, mais qui va s'adapter de manière différente. En général, l'objectif, c'est de savoir si on fait de l'absorption ou si on fait de l'émission. L'absorption, ça veut dire qu'on monte en énergie, d'accord? Donc l'électron, il va absorber un photon et il va passer au niveau supérieur, d'accord? Voilà. Et grâce en fait à ce système-là, on va pouvoir avoir en fait une longueur d'onde spécifique d'un photon.
C'est très pratique, d'accord? Et c'est pareil pour l'émission. L'émission, c'est une descente d'énergie. La descente d'énergie, on passe du niveau supérieur à un niveau inférieur, ça émet un photon avec une certaine longueur d'onde, donc une certaine couleur. Et souvent, dans les QCM, dans les exercices, on vous demande de retrouver finalement ce lambda, d'accord, qui est là, ici, caché ici. D'ailleurs, en première année, on vous donnera des spectres un peu bizarres, ce qu'on appelle la série de Balmer, d'accord? C'est des séries un peu de transition. Et ces petits traits, ce sont les couleurs spécifiques, d'accord? De transition. Donc par exemple, de 5 à 2, on a la couleur rouge, de 4 à 2, la couleur bleu-vert, de 3 à 2, la couleur violette, etc., etc. Vous avez compris le concept. Ça, c'est la série de Balmer. Souvent, on me dit, ouais, c'est compliqué à comprendre. Non, vous avez juste à apprendre ce petit truc. Vous n'avez pas vraiment de formule. Juste voilà, essayez de trouver la longueur d'onde. C'est vraiment le seul truc sur lequel vous allez vous faire bombarder en première année, d'accord? Alors ça, c'est un peu une introduction finalement, au concept du noyau. Faut qu'on retravaille là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur le noyau. Donc vous savez que le noyau atomique, il est composé de protons, de neutrons, d'accord? Ça c'est le noyau. Et autour gravitent des électrons. Vous devez bien sûr connaître le symbole. Donc le proton, ce sera un P, le neutron, ce sera un N, l'électron, ce sera un E. Mais vous verrez qu'il y a quand même des petites feintes techniques, d'accord? Le proton, il est chargé positivement, à l'inverse finalement de notre électron. Le neutron, comme son nom l'indique, il est neutre, donc il n'a pas de charge, d'accord? Et l'électron, lui, a sa propre charge, 1,6 10-19 coulombs. Et donc par rapport à cet électron 1,6 10-19 coulombs, faites bien gaffe, parce que 1 électron-volt, c'est 1,6-19 joules. Ok, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a joules et coulombs qui changent en fonction de quoi on parle en fait. Ok, 1,6-19 joules, c'est égal à 1 électron-volt, c'est une unité d'énergie. D'accord? J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu veux être en pleine maîtrise de la physique générale, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la physique générale, qui comporte plus de 19 modules de cours. Il y a du taf, hein, il y a de quoi faire. Là, notamment, on a travaillé sur le module 18-19 un peu, hein, c'est un peu la partie là, hein, nature de la lumière, physique atomique, quantique, noyau radioactivité. C'est vraiment une grosse introduction, mais tu vois, il y a énormément de choses. Et c'est une introduction finalement à un autre cours qui s'appelle Tout savoir sur la biophysique générale, qui te permet d'aller un petit peu plus loin sur la partie santé. Bref, t'as compris, il y a quand même pas mal de choses. C'est constitué bien entendu de cartes mentales, il y a de quoi faire hein, pour travailler là-dessus, mais également on va retrouver des schémas extrêmement détaillés, du contenu court, des applications, de quoi mémoriser, des pièges classiques, des lexiques et bien sûr flashcards et QCM pour bien sûr s'entraîner un max, avec vraiment une correction détaillée, notamment sur les pièges de QCM. Il faut savoir aussi que c'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses relever des défis avec moi, c'est vraiment du face-to-face hein, dans l'idée. Tu réussis ton examen et tu obtiens une attestation de formation, certificat de réussite, à force de cumuler les badges. Bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Voilà, je te laisse avec le cours magistral. Bon courage à toi, je sais que la radioactivité c'est extrêmement dur. Prends le temps nécessaire de maîtriser cette notion-là. Vous avez la masse. La masse n'est pas à connaître par cœur, mais je vous conseille quand même d'avoir les ordres de grandeur pour pas vous tromper, d'accord? Souvent, on parlera en UMA, unité de masse atomique. C'est le petit U que vous voyez ici. La conversion, c'est 931,5 mégaélectronvolts sur C carré. Alors du coup, concernant le noyau, ce qu'il faut savoir, c'est que ils peuvent être stables ou instables. Et justement, si un noyau est stable, on a forcément, c'est ce qu'on appelle la vallée de stabilité, le truc là, hein, d'accord? Et lorsqu'on sort un petit peu des clous, et du coup, c'est là qu'on met en place un système de radioactivité. Le noyau est instable. Un noyau instable va vouloir chercher à redevenir stable. Et pour ce faire, il va émettre des choses. On verra juste après, hein, des rayonnements de type par exemple bêta-, bêta+, ou alpha, ou gamma, ou autre. Hein. Je vous en ai mis un petit peu quelques exemples ici. Vous en avez 4 à connaître, d'accord? Normalement, 4, c'est facile. Vous avez alpha, d'accord? Donc le symbole alpha, qui va vous libérer finalement un atome d'hélium, d'accord? On va voir juste après à quoi ressemble l'équation, qui a un pouvoir de pénétration, retenez ça tout de suite comme ça c'est fait, assez faible, en gros une feuille de papier et hop, c'est stoppé, d'accord? Bêta-, c'est un électron finalement, et puis qui a un niveau de pénétration de niveau moyen. Ensuite on a bêta+, lui qui est un positron, d'accord? En fait bien gaffe, hein, c'est un anti-électron. Je vous ai dit qu'il y avait des feintes hein, sur la façon d'expliquer les choses, d'écrire les choses. C'est pas vraiment un proton, d'accord? C'est un positon ou un positron. Les deux termes existent. C'est un anti-électron, ok? C'est la même chose que l'électron, mais dans le charge positive. Voilà la petite feinte. Du coup, au niveau de pénétration moyen, d'accord? Au niveau gamma, le gamma, c'est un petit peu le restant. En gros, quand il y a encore des surplus d'énergie,
et bah le gamma apparaît. C'est un photon, finalement, c'est une onde électromagnétique. Et il est extrêmement fort en termes de pouvoir de pénétration. C'est pour ça que notamment on se protège avec des barrières de plomb ou autres lorsqu'on fait des examens, d'accord, une scintigraphie par exemple, etc. D'accord. Alors justement, ça nous amène à pas mal de choses que vous devez maîtriser, qui est notamment ce qu'on appelle la désintégration radioactive. En fait, un noyau pair donne un noyau fils, d'accord. Le noyau pair, il est instable. On perd aussi le noyau mère, hein, c'est pareil. Il devient un noyau fils qui est plus stable, d'accord. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il va émettre des rayonnements, d'accord. Et donc, ça amène à pas mal de petites formules que vous devez maîtriser. Donc, vous avez la loi de décroissance radioactive qui est n de t égale n0 exponentielle moins lambda t, d'accord. Lambda, c'est la constante de désintégration qui est en seconde moins 1. Vous avez t qui est le temps, qui est en seconde. Tout est en seconde, hein. Faites bien gaffe à ça dans la conversion. Souvent, c'est présenté en heures. Du coup, faites la conversion en secondes, c'est 3600, vous multipliez par ça. Si c'est 2 minutes à seconde, vous multipliez par 60. Il n'y a rien de plus simple. Et si c'était en jours, bah, vous faites 24 heures, d'accord, fois 3600 pour trouver du jour en seconde, ok. Vous devez avoir ces notions d'échelle, de conversion, d'accord. Donc on a n de t, c'est nombre de noyaux non désintégrés instant t, d'accord. N0, c'est nombre initiaux de noyaux. Et puis vous avez cette fameuse exponentielle que vous devez maîtriser. Donc vous devez vous amuser avec ces formules-là. On avait aussi une autre formule qui s'appelle du coup le temps de demi-vie, d'accord. Donc t1,5 c'est égal à ln de 2 sur lambda. Ln de 2, retenez tout de suite, c'est 0,7 si vous voulez faire une approximation. Sinon, c'est 0,693, ça va être précis. Mais si vous avez que des trucs à faire en calcul mental, vous prenez 0,7 comme référence. Et comme ça, vous avez tous les éléments qui vont bien en tête. D'accord? Au niveau des équations, c'est là que vous devez déjà faire bien attention à deux petits points de technique. Je l'explique à pas mal de mes étudiants. Ils sont quand même beaucoup à voir au début quand on s'entraîne ensemble. Mais après, ça va tout de suite. Mais il faut comprendre le concept, la mécanique. Les émissions alpha, d'accord, c'est on a un noyau pair, et on a un noyau Y, fils, d'accord, plus émission d'un noyau d'hélium, d'accord, 4,2. D'accord. Celui-ci, c'est le plus simple, je dirais, à identifier. Il n'y a vraiment pas trop de différence, trop de difficultés. Normalement, ça va. D'accord. Ensuite, on a émission bêta-. D'accord. Dans l'émission bêta-, on a donc le noyau X, puis Y avec Z plus 1, et ça donne finalement un bêta-. Bêta-, donc on a dit que c'est un électron. D'accord. On a émission bêta+. Bêta+, c'est aussi un noyau pair, ou un noyau mère. Ensuite, ça fait Z-1, et ça donne un positron ou un positron, d'accord, plus 1. D'accord. Il faut faire gaffe à des petits trucs. Je vous le dis tout de suite, ça c'est des petits trucs classiques de QCM. Là, c'est une équation classique, émission alpha, bêta-, bêta+. Ça, c'est ce qu'on va vous donner dans le cours. Donc, ce qu'on met en cachette un peu à droite dans les émissions bêta- et bêta+, c'est les fameux neutrinos, antineutrinos, d'accord. En gros, c'est le truc que vous voyez en bas ici, là. Donc, c'est un neutrino, d'accord. Et un antineutrino, c'est lorsque vous avez la barre dessus, d'accord. Alors, en fait, le neutrino et l'antineutrino, c'est un concept, on va dire, simple d'antimatière. Vous apprenez ça pour votre première année, vous apprenez ça, voilà. En gros, on a remarqué, en tout cas les physiciens ont remarqué que lorsqu'il y avait une émission bêta- ou bêta+ ou autre, et ben il y avait toujours une sorte d'énergie comme ça qui restait, qu'ils n'arrivaient pas à identifier, d'accord. Et donc ils ont émis cette fameuse hypothèse de neutrino ou antineutrino, d'accord. Et du coup, et ben dans les QCM, on peut vous demander est-ce qu'il y a uniquement bêta+, uniquement bêta-. Tout va dépendre de la façon dont c'est écrit dans l'énoncé. Est-ce qu'il y a un antineutrino ou pas présent dessus? À partir du moment où il y a un neutrino ou antineutrino, vous devez l'indiquer dans l'item qu'effectivement il n'y a pas que bêta, mais il y a aussi un neutrino, d'accord. Donc c'est des petits pièges classiques que vous pouvez avoir, et ça peut que dépendre finalement de votre fac pour le coup, puisque oui, ça va être prof dépendant s'il veut le considérer en tant que tel. Donc ça, c'est un petit peu la partie technique. Voilà. Donc, je vous mets quelques exemples que vous devez intégrer dans votre tête assez rapidement. Admettons l'uranium noyau pair qui est instable, transforme en thorium, d'accord. Et puis, du coup, ça vous fait une émission d'hélium, d'accord. Jusque-là, normalement, c'est assez facile de comprendre une désintégration en termes d'équation. Il n'y a pas vraiment de fin de technique. Vous savez pas. Okay. Par exemple, pour le carbone 14, vous avez le carbone 14 qui se transforme en azote, d'accord, 14, et qui émet un bêta-. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il faut apprendre par cœur tout ça? Est-ce qu'il faut connaître tous les noyaux et tout? Non, vous n'avez pas à maîtriser ça. Je vais vous montrer un truc très rigolo sur Ptable. Vous pouvez regarder tous les isotopes possibles. Par exemple, là, je parlais de l'uranium qui était classé ici. Et ben, je peux voir en fait tous les types de noyaux instables de l'uranium. Là, j'ai le thorium qui c'était le noyau fils à l'intérieur. Voilà, je peux voir toutes les possibilités. Vous voyez? Et donc, je peux voir les émissions alpha, bêta-, les émissions de bêta+, etc.
Ok, bon, il y a plein d'autres trucs, mais vous devez avoir en tête les 4, alpha, bêta plus, bêta moins et gamma. C'est ce que vous devez avoir immédiatement dans votre tête. L'idée, c'est de savoir à quoi ça sert tout ça. En fait, en médecine, on peut utiliser ce qu'on appelle les isotopes radioactifs, quand les noyaux sont instables, pour pouvoir faire de la médecine, notamment des examens. Donc on appelle ça des radioisotopes. Et ben, on en a plusieurs. On a par exemple le carbone 14. Alors lui, il a une demi-vie extrêmement longue, 5730 ans. D'accord? Il va émettre des bêta moins. Du coup, étant donné sa durée de demi-vie très très longue, je pense que le mieux, ça va être de dater les objets. Bah, c'est ça qu'on fait en vrai. On utilise le carbone 14 pour dater des choses, d'accord? Extrêmement pratique. Ensuite, on a l'iode, qui lui a une demi-vie de 8 jours. Bêta moins, gamma en termes de rayonnement. Et donc, il est intéressant pour faire du diagnostic, et notamment pour la thyroïde, puisque la thyroïde, il y a beaucoup d'iode dans la thyroïde. Et donc, si on veut évaluer s'il y a un cancer, par exemple, on va utiliser bien sûr un iode radiomarqué, d'accord? Le technétium, extrêmement utilisé, notamment en scintigraphie. Alors le technétium est un peu particulier parce que vous voyez peut-être pas là, mais il y a écrit 99M. M, quand vous avez un M, ça veut dire métastable. D'accord? Métastable, ça veut dire qu'en gros, on l'a rendu dans un générateur à technétium stable. On le rend stable jusqu'à un certain point. Lorsqu'on en a besoin, on va le récupérer. À ce moment-là, il est plus stable. Et on a un certain nombre de minutes ou d'heures pour l'utiliser sur un patient. D'accord? S'utilise extrêmement fréquemment dans la scintigraphie. D'accord? On aura l'occasion de faire d'autres cours magistraux sur la biophysique cette fois-ci, où on parlera notamment des applications médicales, bien sûr. Voilà concrètement à quoi ça ressemble le pouvoir de pénétration. D'accord? Donc on voit bien que là, l'alpha, feuille de papier, ça s'arrête. Bêta moins, ça s'arrête à peu près à l'aluminium. Et puis le gamma, bah, il va très loin, il va jusqu'au plomb, voire même après, jusqu'au béton. Il est extrêmement fort. Il traverse très 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 fortement les matériaux, mais il est très faiblement ionisant. C'est vraiment le truc classique de QCM en termes de parties courtes. Alors, concernant la décroissance radioactive, on va un petit peu plus loin. Vous avez pas mal de petits trucs à connaître. Vous avez notamment delta N sur delta T, qui est égal lambda N, d'accord? Ça, c'est des dérivés, d'accord? Alors, c'est un peu une sorte d'équation différentielle spécifique à la chimie, enfin à la physique ou chimie, pareil. Vous avez ce genre de truc, d'accord? C'est une sorte de dérivé partiel. Bref, on s'embête pas avec ça. Vous devez retenir ça et essayer de le comprendre, d'accord? Ensuite, vous avez cette fameuse formule que vous avez normalement en tête rapidement, n de t égale n0 exponentiellement à lambda t. Et vous avez en fait la même formule mais avec l'activité. L'activité, finalement, c'est quoi? C'est moins delta n sur delta t. Donc ça vous donne lambda n de t. Et donc, ça fait lambda n0 exponentiellement à lambda t, si vous avez compris l'idée. Et donc, on va transformer ça en A0 est égal lambda N0. Et pour que ça soit plus simple, on va faire du coup A de t égale A0 exponentielle moins lambda t. Et vous avez votre formule de l'activité. C'est la même formule finalement que le nombre de noyaux. Il y a quand même une différence technique. Le nombre de noyaux, c'est un nombre de noyaux. Il n'y a pas d'unité. Donc l'unité de l'activité, c'est le becquerel. D'accord? Alors, vous avez plein de sous-unités. Vous avez aussi l'unité avec les Curie. Ça, c'est un truc qui existe aussi. Bien sûr, grâce à Marie Curie, on a plein d'unités comme ça possibles. Mais ça, c'est plus en dosimétrie qu'on verra dans un autre cours. Et donc, les becquerels, justement, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Ok? C'est une forme d'activité que vous devez maîtriser. Notamment, vous avez la courbe de décroissance. Donc, n de t égale n0 moins lambda t. Et vous pouvez, comme ça, accumuler le nombre de demi-vies. Ça a un intérêt technique, vous verrez, bien sûr, on a le nombre de demi-vies classique, quand on fait n sur 2, ça fait un t de 1,5. Mais on peut aussi avoir n0 sur 4, qui fera donc 2 t de 1,5, mais n0 sur 8, qui fera 3 t de 1,5, etc., etc. Et ça arrive très souvent en QCM. En fait, finalement, vous avez des petites formules, des petites sous-formules qui vont vous aider énormément pour la suite. Et oui, c'est comme ça qu'il faut un petit peu être malin, il va falloir trouver des petites formules en plus. Donc moi, je vous en ai mis quelques-uns, notamment, si vous voulez savoir le nombre de demi-vies, c'est n égale n0, 1 demi exposant n, d'accord? Ou alors, ça peut être aussi avec l'activité, puisque si on comprend bien, étant donné que A0 égale lambda sur n0, en fait, on a une notion de proportionnalité. Donc la loi de décroissance fonctionne pour les deux. Si au lieu de mettre n, je mettrais a, ça fonctionne pareil. Et j'aurai exactement la même courbe. Il n'y a pas de fin de technique là-dessus, d'accord? Oui, je vous ai mis ici d'ailleurs si vous voulez regarder. Petite démonstration très rapide de pourquoi c'est important d'apprendre par cœur les calculs mentaux, notamment sur, on va dire, les puissances de 2. Vous devez maîtriser ça. Je sais pas si vous les connaissez tous, mais il va falloir les connaître par cœur. Donc vous avez 2 puissance 0. Ça fait 1. 2 puissance 1. Ça fait 2. 2 puissance 2. Ça fait 4. 2 puissance 3. Ça fait 8.
2 puissance 4, ça fait 16. 2 puissance 5, ça fait 32. 2 puissance 6, ça fait 64. 2 puissance 7, ça fait 128. 2 puissance 8, ça fait 256. 2 puissance 9, ça fait 512. 2 puissance 10, ça fait 1024. 2 puissance 11, ça fait 2048. 2 puissance 12, ça fait 5096, et etc., etc. Vous avez compris qu'en fait, pour la radioactivité, je vous conseille d'apprendre bien sûr par cœur les puissances de 2. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais ça ressemble beaucoup finalement aux clés USB. À l'époque, on avait du 64, puis du 128, puis du 156, puis du 512, puis du 1024, les clés de 1 giga, quoi. Les clés de 2 gigas, c'est 2048, et 5 gigas, c'est 5096. Bref, c'est exactement le même format, d'accord? Vous devez maîtriser les puissances de 2. Donc, le calcul mental est selon moi primordial. Alors, on a lambda est égal ln de 2 sur t de 1,5, d'accord? Je vous ai dit ln de 2, c'est 0,693, vous devez avoir cette notion en tête, ou 0,7 si vous faites des calculs mentaux, c'est beaucoup plus simple, d'accord? On va prendre un exemple, hein, si vous trouvez t1,5 est égal à 10 jours, si je veux trouver le lambda, finalement, je fais 0,693 sur 10, d'accord? Sauf que ça va me donner en jours, ça fait 0,0693 en jour moins 1. Et dans les QCM, vous faites toujours avoir, puisqu'il va falloir réfléchir si c'est en jours, si c'est en minutes, si c'est en secondes. D'accord? Et donc ça, c'est lié au système international. Donc ça dépendra si en fait, dans l'item, dans l'énoncé, c'est expliqué qu'il faut le trouver en jours, en minutes ou en secondes. Si c'est précisé, vous le mettez avec la bonne conversion. Si c'est pas précisé, c'est système international, c'est en secondes moins 1. D'accord? Donc faites bien gaffe à ce genre de truc. D'accord? Mais pareil, si je veux trouver en fait finalement le nombre de demi-vies, après 30 jours, je fais donc n est égal n0 sur 2 puissance 3, vu qu'on a vu des puissances de 2, vous les maîtrisez par cœur, ça fait donc 8. Et donc, vous changez la valeur, n0 sur 8, et vous trouvez finalement le nombre de demi-vies, d'accord? On vous demande pas forcément de faire des calculs exacts, hein. On vous demande des fois de faire des bricoles de calculs. Par exemple, si c'est n0 sur 8, et ben avec votre fameuse loi de décroissance sur le graphique, on trouve ce 3 T1,5. On vous demande pas forcément tout le temps de faire des calculs compliqués. Arrêtez de croire que c'est compliqué, d'accord? Dans les QCM, tout est fait, vous puissiez justement répondre sans faire de calcul. Il y a des techniques qui existent, d'accord? Il y a des techniques qui existent pour faire ça. Voilà, donc ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous ferez des QCM, vous allez voir, il y a des corrections assez détaillées de ouf, hein, que ce soit en prépa, en tutoriel, ils font des trucs de fou. Mais au concours, en général, c'est extrêmement simple, d'accord? Si vous faites des calculs dans certains items extrêmement longs, difficiles, compliqués, c'est que vous êtes dans le mauvais chemin. En général, c'est très simple. C'est soit des divisions, soit des multiplications, soit des additions et soustractions. Un petit peu de temps en temps d'exponentielle, bien sûr, mais en général, c'est très simple. Il y a un petit calcul, vous devez juste l'identifier. Ok? Ne faites pas des trucs de fou. Si vous faites des trucs de fou, vous êtes dans la mauvaise direction. Je vous le dis tout de suite, hein. Alors, je voulais finir un petit peu ce cours magistral avec toute la partie un petit peu, disons, application médicale. Donc, on fait un petit peu une introduction à la biophysique. C'est juste pour vous donner une ordre d'idée sur l'intérêt technique. Donc, pourquoi on apprend tout ça finalement? C'est quoi l'intérêt? Je sais que vous êtes en galère en première année, mais ça peut surtout être utile de savoir ce que vous pouvez faire dans la vraie vie, quoi. C'est dommage qu'en première année, vous n'avez pas le temps d'assimiler ça. C'est vraiment dommage. Mais après, vous verrez, c'est vraiment cool. Donc concrètement, ce qu'on fait, hein, par exemple en médecine nucléaire, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment l'intérêt, c'est la médecine nucléaire, c'est pour faire des diagnostics notamment. On va injecter un radiomarqueur, un radiotraceur, d'accord? L'idée, c'est qu'il puisse aller dans une zone spécifique. Alors si par exemple, un truc tout simple, hein, si je veux mettre du glucose marqué, le glucose est un peu partout dans tous les tissus. Le glucose est intéressant parce qu'il va aller tout de suite dans les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses ont besoin de glucose. Du coup, on pourra identifier rapidement un cancer ou une tumeur, par exemple. Et grâce notamment à la scintigraphie, en fait, il va y avoir une émission de photons, donc de gamma notamment. Et puis, grâce à une gamma caméra, pour l'identifier. Ça, c'est dans la scintigraphie notamment. D'accord? Extrêmement pratique. Donc là, vous avez des exemples, hein. Je vous ai parlé du technétium, hein, utilisé notamment en scintigraphie, ou alors même en imagerie cardiaque, ça se fait souvent. L'iode pour la thyroïde, pour le cerveau. On a le thallium aussi pour la cardiologie. On a le gallium aussi pour les infections, les inflammations, certains cancers. Et puis le fluor FDG, donc c'est ce fameux glucose marqué aussi, qui a justement un intérêt technique en métabolisme. Et donc ça permet de voir justement s'il y a des cancers ou pas, notamment. Voilà. Ça peut être très utile, notamment dans les tomographies par émission de positons. D'accord? Voilà. Donc je vous ai pris l'exemple du FDG, d'accord, qu'on utilise en fait dans le tomographie par émission de positons. J'essaie de vous le répéter plusieurs fois, hein, pour que ça assimile dans votre tête. Voilà. Et en fait, ça émet un bêta+, d'accord. Il y a une sorte d'annihilation avec un électron. Ça, je vous en parlerai dans d'autres cours
ce concept d'annihilation, et ça va émettre en fait 2 photons gamma à le sens opposé de 511 kV. Je vous le dis, c'est très important de connaître ça. Beaucoup de pièges de QCM là-dessus, d'accord, à 180 degrés, à l'opposé. C'est pour ça que notamment en scintigraphie, on utilise cette méthode-là, parce que souvent c'est à l'opposé, et grâce au détecteur, ça permet de créer finalement une coupe tomographique en 3D, extrêmement précise. Voilà, je vous donne des exemples de ce qu'on peut utiliser comme traceur, donc le FDG notamment, métabolisme du glucose pour les cancers, le cerveau, le cœur, d'accord, avec une demi-vie de 110 minutes. Les demi-vies, bien sûr, vous n'avez pas à les connaître, juste les ordres de grandeur, d'accord. Vous avez d'autres demi-vies, d'autres traceurs, voilà, je vous embête pas trop avec ça aujourd'hui, d'accord. Donc, on a parlé de médecine nucléaire, tomographie et éparation de positons, ça c'est pour du diagnostic, mais aussi on peut faire du traitement, la radiothérapie, d'accord. Donc on utilise des rayonnements ionisants. Normalement, ça détruit les cellules, hein. Je vous ai dit, c'est pas une bonne idée, hein. Mais si on a un cancer, faut bien les détruire, ces cellules-là. Donc on va aller taper à un endroit précis sur les cellules tumorales pour les détruire. Alors bien sûr, s'il y a un petit peu de tissu sain autour, bah ça va forcément les détruire, hein. C'est dommage, mais c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. C'est pour ça que la radiothérapie, si on fait par exemple une radiothérapie au niveau du cerveau, même au niveau du cœur ou autre, hein, bah en fait au niveau du cerveau, ça nous fait un mal de crâne terrible après. On a super mal, même au niveau du cœur, des poumons ou autre, on a des douleurs terribles après. C'est normal, on touche aux cellules, on touche à l'ADN. D'accord. Donc il y a quand même les cellules saines qui s'en prennent un coup, ok. Mais l'objectif c'est quand même de détruire les cellules tumorales le plus vite possible. Donc on va essayer de les détruire un maximum et le plus rapidement. C'est ionisant. Ionisant, ça signifie quoi? Ça signifie que ça pénètre les cellules, ça pénètre le noyau, et ça pénètre l'ADN. Donc ça détruit la molécule d'ADN. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. J'ai déjà fait un cours magistral sur justement la molécule d'ADN, sur la biologie nucléaire. Je vous invite à la regarder, c'est tout à fait intéressant, d'accord. Voilà. Et donc tout ça, si on veut bien gérer la radiothérapie, par exemple, eh ben, il faut mettre en place un concept de dosimétrie. En gros, la dose, c'est lié à la toxicité. On a cette relation dose-toxicité, d'accord. Donc on a la dose absorbée, la dose équivalente, et on a d'autres types de doses. Je vous ferai dans un cours spécifique sur la dosimétrie, c'est assez technique. Vous avez des unités comme par exemple le Gray, d'accord. Un Gray, c'est 1 joule par kilogramme. Et puis vous avez aussi le sievert aussi, qui est un équivalent. C'est une autre façon de calculer, d'accord. Mais je vous embête pas aujourd'hui avec ça, c'est juste pour vous expliquer que ça c'est l'introduction à un autre cours, d'accord. Donc là, on va faire quelques QCM de cours, d'accord. Donc quand vous révisez la physique ou la biophysique, surtout, je vous invite à d'abord voir les notions de cours avec les formules, les unités et tout ça, faire quelques applications, tout de suite faire des QCM d'applications autour de cette thématique, avec des éléments de cours au fur et à mesure, mais surtout, ne faites pas des exercices QCM immédiatement. Si vous regardez les annales, vous n'allez pas réussir, vous allez paniquer et vous allez bloquer et vous allez plus revenir sur cette matière-là. Donc le mieux, c'est d'abord de commencer à assimiler les formules avec les unités, essayer de faire des petites applications, des petits QCM, et petit bout par petit bout, vous allez réussir à avancer étape par étape. Si vous le faites tout seul, bien sûr. Et une fois que vous vous sentez rodé sur chaque formule, vous pouvez commencer à aller sur des QCM un petit peu de type anal pour voir à quoi ça ressemble, essayer de réussir à faire les corrections, tout ça. Essayez de maîtriser ça. Étape par étape, ne grillez pas tout, s'il vous plaît, d'accord? Je sais que la physique, la biophysique, c'est les matières les plus difficiles. Je sais que vous êtes tout le temps en stress et que c'est la panique et vous dites, bah, qu'est-ce que je fais finalement? Est-ce que j'apprends les items par cœur? Il y a des stratégies qui existent, hein. Si vous êtes en retard, il vous reste 2 jours avant le concours, apprends tous les items de cours par cœur, tu verras, tu seras pas mal sauvé déjà, je pense, hein. Et après, pour le concept des calculs, bah, là, il faut quand même un petit peu faire la différence, donc il faut maîtriser ça. C'est un peu la difficulté. QCM numéro 1, concernant l'absorption d'un photon. Faut trouver les bonnes réponses. Est-ce que ça peut provoquer une transition vers un niveau d'énergie supérieur? Elle se produit pour n'importe quelle énergie de photon. Le photon absorbé disparaît en transférant son énergie. Elle correspond toujours à une ionisation. Et elle vérifie la fameuse formule H mu égale EF moins EI initiale pour une transition ascendante. Qu'est-ce que vous en pensez? On propose ACE. Ok. Effectivement, bien joué. Donc en fait, l'énergie du photon est transférée au système et donc il est à l'état excité. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Elle se produit pour n'importe quelle énergie de photon. Non, il y a une histoire de niveau d'adaptation, d'accord? Il faut comprendre que c'est un système qui est quantifié, d'accord? Donc c'est une transition, N1, N2, N3, N4. Le photon absorbé disparaît en transférant son énergie. Oui, à un moment donné, il faut bien qu'il transfère. En fait, tu peux pas avoir de l'énergie et puis bah, la garder. À un moment donné, il faut le transférer, d'accord? Souvent, quand on a un photon qui est absorbé, il transfère son énergie. Alors, quand on rajoute des choses,
On rajoute de l'énergie. On rajoute quoi? On rajoute de la chaleur, par exemple. Donc un photon, ça peut rajouter de la chaleur. En fait, il y a plusieurs façons d'ajouter un type d'énergie. D'accord? On verra ça un petit peu plus tard, je pense. Et correspond toujours à une ionisation? Non. On a vu qu'il fallait faire un certain nombre de nombres quantiques principaux, de niveaux, pour pouvoir passer à l'état excité. D'accord? De ionisation, pour être plus précis. Ionisation. Et elle vérifie bien sûr l'équation suivante. Ça, c'est bon. Ok, ça va. Concernant l'émission spontanée, elle concerne un système initialement excité, elle correspond à une transition vers un niveau de plus bas énergie. L'instant exact de l'émission est prévisible avec certitude. Le photon émis possède une énergie égale à la différence entre les niveaux. Tous les photons émis possèdent une énergie égale à la différence entre les niveaux. Et tous les photons émis spontanément ont nécessairement la même direction. A, B, D, et c'est parfait. Effectivement, ça concerne le système initialement excité, d'accord, elle correspond à une transition vers le niveau de plus basse énergie. Donc ça, c'est quand on fait de l'émission, hein. L'instant exact de l'émission est prévisible avec certitude. Non, ça, on peut pas prévoir comment ça va se passer, d'accord. Le photon émis possède une énergie égale à la différence entre les niveaux. Bon, on l'avait vu ça, hein, c'est ça, hein, cette formule-là. Tous les photons émis spontanément, c'est nécessairement la même direction? Bah non, pas du tout. C'est vraiment dans des directions totalement aléatoires, d'accord. Concernant l'émission stimulée, elle nécessite un système déjà excité, elle produit un second photon cohérent avec le photon incident, elle constitue le principe de base du laser, elle détruit le photon incident, elle peut amplifier un rayonnement lumineux. A, B, C, E. Eh mais vous êtes chaud en physique, hein. On est sur la partie courte, donc c'est facile. Elle nécessite un système déjà excité, oui. Elle produit un second photon cohérent avec un photon incident, ouais. Elle constitue le principe de base du laser, effectivement. Elle détruit le photon incident. Non, ça détruit pas. Je vois pas pourquoi ça détruit. J'ai mis quoi comme truc? Subsiste et un second photon est émis, bien sûr. Ok. En fait, on a deux photons après interaction. Elle peut amplifier un rayonnement lumineux. Oui, c'est justement le concept, hein. On peut faire de l'amplification grâce à ça. Concernant la transition quantique, les niveaux d'énergie sont quantifiés. Une transition ascendante correspond généralement à une absorption. Une transition descendante correspond généralement à une émission. L'énergie du photon peut être négative, et on utilise la fameuse formule delta E égale H mu pour relier la transition du photon. A, B, C, E, c'est bien ça. Alors, on l'a déjà dit, hein, les niveaux d'énergie, c'est bien quantifié. Transition ascendante, c'est une absorption. Descendante, c'est une émission. D'accord? Pour retenir ascendante, absorption, ascendante, absorption, AA. Et après, le reste, vous le savez. Ok? Énergie du photon peut être négative. Alors là, il y a une petite fin de technique, hein. C'est une énergie qui est forcément positive. En fait, si vous voulez, c'est très simple. C'est forcément positif. Une énergie, c'est en joules, c'est en mégaélectronvolts. Une énergie, c'est forcément positif. D'accord? Faites attention, si j'avais un delta E, on parle de différence d'énergie. Dans ce cas-là, ça peut être négatif. D'accord? Faites bien gaffe à la transition, à la façon dont on relie les formules. On utilise la formule-là pour relier la transition du photon. Oui, bien vu. D'accord? Ok, sur cette thématique, on est plutôt bon. Concernant la structure du noyau, le noyau contient des protons et des neutrons. Les électrons appartiennent au noyau. Le noyau concentre presque toute la masse de l'atome. Le noyau occupe presque tout le volume de l'atome. Ou le noyau porte une charge globale positive. ACE, ok. Bien vu. Et le noyau, il contient des protons, des neutrons. D'accord? Bien vu, hein. L'électron gravite autour. D'accord? Et donc les électrons n'appartiennent pas au noyau, c'est évident. Le noyau concentre presque toute la masse de l'atome, c'est vrai, hein, clairement. Le noyau occupe presque tout le volume de l'atome. Non, le volume, ce sera plutôt lié aux électrons, hein, pour le coup, hein, parce qu'en fait, finalement, le noyau est très petit par rapport au nuage électronique. D'accord? Le noyau porte une charge globale positive. Le noyau, oui, le noyau. J'allais me faire avoir là. Le noyau, il a une charge globale positive parce qu'il y a les neutrons et les protons. D'accord? Par contre, faites bien gaffe, l'atome, lui, il est neutre. Ah, petit piège de QCM très classique. L'atome est neutre grâce aux électrons et aux protons, mais le noyau, lui, est positif. Faites bien gaffe à ça. D'accord? Concernant les isotopes, ils possèdent le même numéro atomique Z. Ils possèdent toujours le même nombre de neutrons. Ils possèdent de nombreux masses A différents. Ils sont généralement des propriétés chimiques proches. Et tous les isotopes sont radioactifs. Ah, c'est des bien, bien, bien. Alors effectivement, les isotopes, ils ont le même numéro atomique Z. D'accord? Ils possèdent toujours le même nombre de neutrons. Bah non, justement, c'est ce qui permet de les distinguer par leur nombre de neutrons. Ils possèdent des nombres de masse différents. Effectivement, hein.
Ils ont généralement des propriétés chimiques proches. Oui, faut faire gaffe avec l'autre type de propriété qui est physique, d'accord? C'est la comparaison qu'on peut vous faire, d'accord? Et ils sont tous radioactifs. Pas forcément, il y a des isotopes qui sont stables, hein, d'accord? Il y en a plus ou moins stables, bien sûr, mais ils sont stables. Pas tout le temps radioactifs. Faut faire gaffe à ça. Concernant la désintégration alpha, cochez les bonnes réponses. La particule alpha est un noyau d'hélium. Elle porte une charge plus 2 électrons. Elle possède un nombre de masse égal à 4. Elle est constituée de 2 électrons et 2 protons. Et est généralement émise par des noyaux lourds. ABC, c'est bon. Effectivement, donc quand on fait une désintégration alpha, c'est une particule, enfin c'est un noyau d'hélium qui est émis tout simplement. Il y a bien une charge 2 plus 2. Il y a un nombre de masse égal à 4. D'accord? Elle est généralement émise par des noyaux lourds. C'est vrai, l'uranium, souvent, il se désintègre en noyaux, avec des noyaux d'hélium, voilà, étape par étape, c'est fait exprès parce que le noyau d'hélium est comme assez lourd, par rapport à bêta. Concernant la désintégration bêta-, un neutron se transforme en proton. Un électron est émis. Un antineutrino électronique est émis. Nombre de masse diminue de 1 et le nombre atomique augmente de 1. Ok? Vous voyez qu'on est uniquement sur les QCM, on applique tout de suite la partie du cours, on n'essaye pas de dire les trucs de fou, c'est juste de voir si on a compris globalement le cours. A, B, C, E. Ok. Ok, exactement. Alors, un neutron se transforme en proton, effectivement, neutron, proton, d'accord? Dans un bêta-, on a aussi un électron qui est émis. Ouais, c'est bon. Un antineutrino électrique est émis. Ouais. Pour bêta-, c'est un antineutrino, d'accord? Si c'était bêta+, ce serait un neutrino. Non, le nombre de masse, il reste inchangé, sachant que le noyau possède, lui, un proton supplémentaire après la transformation. D'accord? Le nombre atomique augmente de 1. Dans la même lignée, concernant la désintégration bêta+, un proton se transforme en neutron. Un positon est émis. Un neutrino est émis. Un numéro atomique augmente de 1, le nombre de masse reste constant. En fait, pour pouvoir résoudre ce genre de QCM très simple, en gros, il faut juste avoir l'équation en tête. Alors, effectivement, un proton se transforme en neutron. Ça change pas. Un positon est émis. Oui, on peut appeler positon ou positron. Ok, ça change pas. Un neutrino est émis. Effectivement, ça va accompagner le positon. Le numéro atomique augmente de 1. Non, il diminue de 1. Le nombre de masse reste constant. Et là, c'est bien constant. Il change pas. Ok. Je pense que vous êtes pas trop mal là-dessus. Vous êtes assez rodé. Concernant la décroissance radioactive, le nombre de noyaux radioactifs diminue au cours du temps. La décroissance radioactive est linéaire. L'instant de désintégration du noyau est individuel et imprévisible. L'évolution d'une grande population est statistiquement prévisible. Tous les noyaux d'un échantillon se désintègrent au même instant. ACD, allez, je vous ai complété. Effectivement, le nombre de noyaux radioactifs diminue au cours du temps. On l'a vu, c'était une décroissance lente, en gros. Enfin, lente, c'est exponentielle, quoi, inversée. D'accord? La décroissance est linéaire. Non, on a dit que c'était une exponentielle. D'accord? L'instant de désintégration du noyau individuel est imprévisible. Alors, la désintégration est aléatoire, d'accord? Mais on parle de caractère probabiliste. D'accord? On peut faire des calculs pour estimer quand est-ce que ça va se désintégrer, quoi. L'évolution d'une grande population est statistiquement prévisible, donc ça je te l'ai expliqué justement, on parle de prévisibilité statistique, voilà. Donc c'est une loi exponentielle qu'on verra dans un autre cours magistral, d'accord, pour parler de ça. Et tous les noyaux d'un échantillon se désintègrent au même instant. Bah non, parce que sinon ça ferait pas une exponentielle, ça serait directement une ligne droite. Non, c'est totalement indépendant. Concernant la loi de décroissance radioactive, n de t égale n0 exponentielle moins lambda t, N0 représente le nombre initial d'un noyau radioactif. N de t peut devenir supérieur à n de 0. Lambda doit être positive. Le produit lambda t doit être sans unité. La loi prévoit que n devient exactement nul après quelques demi-vies. N0 représente le nombre initial de noyaux radioactifs. D'accord? Ça, on l'a vu, il n'y a pas de problème. N de t peut devenir supérieur à N0. Non, parce qu'en fait, la fonction exponentielle moins lambda t, elle décroît. D'accord? Donc elle est inférieure. Ok? Lambda doit être positive. Alors doit être positive. C'est ça qu'il faut bien comprendre, d'accord? La constante radioactive et une probabilité par unité de temps, elle doit être positive. C'est évident. Le produit doit être nul. Bah ça c'est aussi évident parce que si lambda c'est seconde moins 1 et que t c'est seconde, ça s'annule. Donc oui,
il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de dimension, on appelle une adimension, ok, une absence de dimension. La loi prévoit que n devient exactement nul après qu'il n'y a que demi-vie. À un moment donné, ça tend vers zéro. Une tendance asymptotique, ok? Ça tend vers zéro sans jamais l'atteindre. Donc c'est faux mathématiquement. Faites bien gaffe à ça. Concernant la constante radioactive lambda, elle caractérise un radionucléoïde donné. Une radionucléide ou une radionucléoïde, ça fonctionne, d'accord? On parle de radionucléide en général, mais des fois, certains profs utilisent nucléoïde, d'accord? Une grande valeur de lambda correspond à une décroissance rapide. Une petite valeur de lambda correspond à une demi-vie courte. Elle s'exprime en Becquerel. Elle est reliée à la demi-vie. Lambda est égal à ln de 2 sur t 1,5. Chaque radionucléide a sa propre constante radioactive. D'accord? C'est totalement logique puisque, étant donné que la constante radioactive est liée aussi au temps de demi-vie, on a vu ça tout à l'heure, que l'iode, le carbone, le technétium n'avaient pas le temps de demi-vie. C'est lié à la constante radioactive, ça. D'accord? Une grande valeur de lambda correspond à une décroissance rapide. Oui, la probabilité de désintégration par unité de temps est alors élevée, c'est de la croissance rapide, on l'a vu. Petite valeur de lambda correspond à une demi-vie courte. Ça, en fait, faut faire vraiment une relation avec, je dirais, la formule. En fait, plus petite est lambda, plus la demi-vie est longue. D'accord? C'est inversement proportionnel. Ok? Elle s'exprime en Becquerel. La constante radioactive s'exprime en Becquerel? Non. C'est en seconde moins 1, unité internationale. D'accord? Il n'y a pas de concept d'activité là-dedans. Elle est reliée par le temps de demi-vie qui est donc, alors il y en a plusieurs formes, hein. Lambda est égal ln de 2 sur t de 1 demi. Effectivement, c'est une formule qu'on peut refaire à l'inverse, hein. Donc t de 1 demi est égal ln de 2 sur lambda. C'est une relation qui est fondamentale, il faut la connaître. Concernant la loi de décroissance de l'activité, elle s'écrit a de t égale a0 exponentiellement lambda t, a0 est égal lambda n0, après une demi-vie, l'activité divisée par 2. L'activité augmente avec le temps. Le rapport AT sur A0 est égal à N de T sur N0. Alors effectivement, l'activité suit la loi exponentielle, tout comme pour N. D'accord? C'est proportionnel. D'ailleurs, on a A0 égale lambda N0, c'est proportionnel, ça va bien ensemble. D'accord? Après une demi-vie, l'activité divisée par 2. Faites bien gaffe à la façon dont c'est écrit, hein. On me dit bien après une demi-vie, l'activité est bien divisée par 2. On regarde le graphique et on comprend bien comment ça marche, d'accord? Me dites pas, par exemple, c'est la demi-vie qui est divisée par 2. Ok? Faites bien gaffe à ça. L'activité est maximum. A0, c'est l'activité maximum. Donc forcément, il y a une décroissance radioactive, d'accord? Exponentielle. Donc forcément, l'activité diminue avec le temps, d'accord? Le rapport A de T sur A0, c'est égal à lambda, pour faire simple. Donc, N de T sur N0, c'est égal également à lambda. Donc, c'est bon, ça fonctionne bien. C'est la même chose, d'accord? Concernant les radiotraceurs, ils contiennent un radionucléide. Ils suivent un processus biologique, ils sont toujours thérapeutiques. Le FDG est un radiotraceur, il n'émet jamais de rayonnement. On va mettre ABD, ok. ABD. Il contient un radionucléide, ça c'est vrai. Il y a un processus biologique, oui. Ok, c'est fait exprès, hein, c'est un suivi qu'on appelle fonctionnel. Ils sont toujours thérapeutiques, non. Il y a des radiotraceurs qui sont utilisés pour le diagnostic, notamment le diagnostic, et c'est quand même très rare, même si ça peut être utilisé dans la thérapie, mais c'est très très souvent du diagnostic. Le FDG est un radiotraceur, oui, je vous l'ai dit, c'est celui-ci qui est spécifique au glucose, pour notamment tracer les cancers, d'accord? Très très pratique. Ok. Ils n'émettent jamais de rayonnement. Les radiotraceurs, ils ont besoin d'être détectés. Il faut qu'on ait une émission, il faut des rayonnements forcément. D'accord, c'est logique. Concernant la scintigraphie, on a besoin d'une gamma caméra. Elle détecte les photons gamma. Elle utilise des ultrasons, elle fournit une imagerie fonctionnelle, elle nécessite un radiotraceur. Effectivement. ABDE, donc elle utilise une gamma caméra. Ça, c'est vraiment spécifique à la scintigraphie, hein. Et la scintigraphie, ça émet des gamma. Donc forcément, on détecte les photons gamma. C'est pas des ultrasons, les ultrasons c'est l'échographie, c'est une autre technique d'imagerie qui est pas très fiable, enfin qui est pas très précise, on va dire, par rapport à une scintigraphie, si je la mets en rapport. Elle fournit une imagerie fonctionnelle, oui, c'est très très précis, c'est fonctionnel, ça permet de voir le suivi, hein, ça peut se faire en temps réel, hein, c'est assez précis, de plus en plus précis d'ailleurs. C'est très efficace, j'adore ça. On fera un cours spécifique là-dessus, vous inquiétez pas. Et si c'est un radiotraceur, oui. D'accord? On a bien sûr besoin d'un radiotraceur, une injection juste avant, pour que justement on puisse avoir des émissions gamma. Sinon ça marchera pas. Concernant la tomographie par émission de positons, on utilise des émetteurs bêta+. Elles détectent 2 protons 511 kV.
Le FDG marqué au 18F est fréquent. Elle repose sur des rayons X. Elle explore le métabolisme. Alors, tomographie par émission de position, ça émet des bêta+, d'accord. Ça détecte 2 photons de 511 kV à 180 degrés à l'opposé, d'accord. Les photons gamma, on parle bien de photons gamma, d'accord. Le FDG marqué au 18F, donc 18 fluor, est fréquent. Oui, c'est celui qu'on utilise très très fréquemment, notamment pour détecter les cancers, j'ai dit plusieurs fois. Elle repose sur les rayons X. Non, les rayons X, c'est pour la radiographie, d'accord. C'est une autre technique d'imagerie médicale, d'accord. C'est une autre type de rayonnement, du coup, hein, pour bien comprendre ça. Là, c'est des rayonnements gamma. Elle explore le métabolisme, oui. On a vu pas mal de choses dans ce cours magistral. Si tu veux bien sûr aller beaucoup plus loin, j'ai créé un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la physique générale, d'accord, qui te permet d'aller beaucoup plus loin sur l'ensemble des modules. Là, on a vu qu'une petite partie, hein, physique nucléaire, donc un petit peu d'atomistique, un petit peu de rayonnement, un petit peu de radioactivité, mais c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a à voir en première année, notamment, et pour les années supérieures si tu prépares l'internat. Donc, il faut vraiment aller beaucoup plus loin. C'est un parcours certifiant, c'est-à-dire que concrètement, tu as en plus de tout le contenu que tu peux retrouver au sein des différents modules, que ce soit les flashcards, QCM, images et tout ce que tu veux, tu as aussi tous les défis à réaliser avec moi en temps réel pour que tu puisses progresser, réussir un examen et ça te permettra par la suite d'avoir une attestation de réussite, certificat de formation, bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Voilà. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter à contact@tonprofnt.com. Voilà, je réponds à toutes tes questions et moi je te retrouve pour d'autres cours magistraux. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao.